Merci d'être venu. Bonsoir. Chantal vous a montré les critères qui sont considérés lors de décisions et de recommandations des vaccins. Elle vous a présenté le fardeau de la maladie, l'efficacité et la sécurité du vaccin contre les VPH. Moi, je vais vous présenter nos résultats d'efficacité populationnelle et de coefficacité. Donc, avant de commencer, voici ma déclaration de conflit d'intérêts. Donc, dans les 3 dernières années, j'ai eu une subvention sans restriction de Merck Frost. Cette subvention a terminé en mars 2013, mais les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui sont le fruit de financement des chaires de recherche du Canada, des IRSC, du Centers for Disease Control, l'Université Laval, le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Agence de santé publique du Canada. Les résultats sont le fruit de collaboration à l'intérieur de mon équipe à l'Université Laval, mais aussi avec d'autres universités canadiennes, anglaises et avec des chercheurs du CDC aux États-Unis. Donc, l'objectif de la présentation est de présenter les prédictions d'efficacité populationnelle et de coefficacité qui ont guidé les prises de décision concernant le programme québécois de vaccination contre les VPH. Donc, pourquoi on vaccine les filles seulement plutôt que les filles et les garçons? Pourquoi on utilise un vaccin quadrivalent plutôt qu'un bivalent? Et pourquoi on utilise une vaccination avec 2 doses plutôt que 3 doses? Donc, avant de commencer, j'aimerais vous donner quelques définitions. La première définition, c'est celle de l'efficacité populationnelle et la deuxième de coefficacité. Donc, il faut faire une distinction entre l'efficacité pure et l'efficacité populationnelle. L'efficacité pure est mesurée dans les essais cliniques. C'est des études très contrôlées où on recrute des individus dans la population et on les randomise. La moitié reçoivent le vaccin et l'autre reçoivent un placebo. Ils ne sont pas vaccinés. Donc, après un certain temps, on regarde le nombre de personnes qui sont infectées chez les non-vaccinés et on les compare aux personnes qui sont infectées chez les vaccinés. Et ensuite, on fait un calcul mathématique pour calculer l'efficacité. Ici, dans notre exemple, on aurait 9 personnes infectées chez les non-vaccinés et 1 personne infectée chez les vaccinés, ce qui donnerait une efficacité de 89 %. L'efficacité populationnelle, c'est différent. C'est l'efficacité réelle ou prédite de la vaccination à l'échelle de la population. Donc, dans ces études qui mesurent l'efficacité populationnelle, on compare une population de femmes avant l'introduction de la vaccination à une population de femmes après l'introduction de la vaccination. Donc, ici, dans cet exemple, on a à peu près 90 femmes qui ont été infectées avant la vaccination et on les compare aux femmes après l'introduction de la vaccination. Après l'introduction, on a dans notre exemple 22 femmes, dont 4 qui ont été vaccinées. Ça nous donne une efficacité populationnelle de 76 %. L'efficacité populationnelle dépend du nombre de femmes qui sont infectées dans la population. Donc, avec l'exemple précédent, on avait 80 % des femmes qui étaient vaccinées. On avait une efficacité populationnelle de 76 %. Évidemment, si on vaccine moins de femmes, on va avoir une efficacité populationnelle qui est plus petite. Ici, dans notre exemple, on a 38 % d'efficacité populationnelle. Lorsqu'on mesure l'efficacité populationnelle, il y a quelque chose de très important à tenir compte, c'est l'immunité de groupe. Donc, l'immunité de groupe est inclue dans nos calculs d'efficacité populationnelle. C'est un concept très important en vaccination. Ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'on vaccine une population, on protège indirectement les non-vaccinés contre l'infection. Pour l'exemple du virus du VPH, si on vaccine une femme, on la protège d'une infection au VPH, mais on protège aussi ses partenaires d'être infectés par le VPH. Donc ça, c'est l'immunité de groupe. Ensuite, je vais vous expliquer c'est quoi l'analyse coefficacité. L'analyse coefficacité, en fait, c'est la balance entre les coûts du vaccin et les bénéfices sur la santé de la vaccination et les coûts sauvés en utilisation des soins. Donc, on veut savoir si, en fait, le coût qu'on paye, le prix qu'on paye pour la vaccination vaut la peine en termes de retour en santé. Donc, qu'est-ce qui est le ratio coefficacité? Mais en fait, c'est un calcul assez simple. C'est sur le numérateur, on a les coûts de la vaccination et on soustrait les coûts sauvés en utilisation de soins.
Et on divise ça par les gains en santé par la vaccination. Qu'est-ce qu'on rentre dans nos coûts? Mais le prix du vaccin, les visites chez le médecin, le dépistage, les hospitalisations et les traitements. En termes de bénéfices, on peut les mesurer de plusieurs façons. On peut les mesurer en termes de cancer prévenu, d'années de vie sauvée parce qu'on empêche la mortalité reliée au cancer. Mais plus souvent, on a un outcome qui s'appelle les QALY. Ce bénéfice-là mesure les années de vie sauvées ainsi que la qualité de vie qu'on gagne avec la vaccination. Des fois, on me pose la question, mais pourquoi on a besoin des analyses coût-efficacité? On devrait payer pour toutes les interventions en santé. Mais en fait, en tant que société, il est impossible de payer pour toutes les interventions en santé. Donc, on doit faire des choix difficiles parce qu'on a des ressources limitées. Les analyses coût-efficacité nous donnent un cadre analytique qui nous permet d'estimer la désirabilité d'une intervention par rapport à d'autres interventions dans un contexte de ressources limitées. Puis ça nous permet d'étudier les questions suivantes. Quel est le retour en santé sur l'investissement en dollars de la vaccination contre les virus du VPH par rapport à d'autres interventions? Si on trouve que le retour sur l'investissement est acceptable, ça nous permet aussi de choisir qui qu'on doit vacciner, quelle stratégie on devrait utiliser pour maximiser l'investissement en santé. Donc, pour faire les calculs d'efficacité populationnelle et de coût-efficacité, on a besoin de modèles. Les modèles nous offrent un cadre théorique formel qui intègre les données cliniques, donc les études d'efficacité, les études épidémiologiques, les données comportementales et les données économiques pour prédire l'efficacité populationnelle et les coûts et les bénéfices d'une intervention. Les modèles sont nécessaires puisque les essais cliniques sont limités, sont de courte durée. Ça coûte très cher de faire un essai clinique, donc normalement, ils peuvent durer autour de 5 ans. Donc, on mesure l'efficacité à court terme. On a besoin des modèles pour prédire quel va être l'impact à plus long terme de la vaccination. Les essais cliniques ne mesurent pas les effets indirects de la vaccination, donc l'unité de groupe n'est pas mesurée dans les essais cliniques. Et très souvent, les essais cliniques ne mesurent pas l'impact de l'utilisation de l'intervention sur l'utilisation des soins ou les coûts de ressources en santé. Donc, pour ces raisons, les modèles sont de plus en plus utilisés dans les décisions d'allocation de ressources en santé. Donc, pour aider les décisions pour regarder si on devait ou non introduire la vaccination contre le VPH, on a développé un modèle qui s'appelle HPV Advise. HPV Advise a aidé dans la prise de décision aux États-Unis, en Angleterre et ici au Canada. Le modèle est le fruit de 7 ans de recherche et de développement et des investissements de l'ordre de 1,5 million. Donc, qu'est-ce qu'est le modèle HPV Advise? C'est un modèle dynamique de microsimulation de la transmission des VPH et des maladies associées au VPH. Ce que veut dire modèle dynamique, c'est que c'est un modèle qui inclut l'unité de groupe, et microsimulation veut dire qu'on modélise chaque individu dans la population. À l'intérieur de notre modèle, on modélise 18 types de VPH, qui incluent les types dans le vaccin. On modélise les condylomes, les cancers du col de l'utérus, les cancers de l'anus, du pénis, de l'oropharynx, du vagin et de la vulve. Dans notre modèle, on a 6 composantes. On a une composante démographique. On inclut aussi les comportements sexuels et la transmission des VPH. On a l'histoire naturelle des maladies reliées au VPH. On intègre la vaccination, le dépistage et aussi on a une composante économique. Donc, lorsqu'on bâtit un modèle, premièrement, on a une composante économique. Donc, on crée une population. Dans notre population est composée d'individus de tout âge. Les individus entrent dans la population ou notre modèle à la naissance, ils vieillissent et ensuite sortent à leur décès. Notre modèle reproduit donc les statistiques de mortalité de Statistique Canada. Ensuite, on doit attribuer des facteurs de risque à nos individus dans notre modèle, des facteurs de risque de l'acquisition du VPH, mais aussi des maladies reliées au VPH. Donc, lorsque l'individu rentre dans notre modèle à la naissance, on leur attribue un sexe,
une activité sexuelle. Donc, dans notre modèle, on a des gens qui vont avoir très peu de partenaires sexuels à vie et certains qui vont avoir beaucoup de partenaires sexuels à vie. Pour les femmes, on leur donne un comportement de dépistage. Encore une fois, on va avoir certaines femmes qui se font dépister très fréquemment et d'autres qui ne sont jamais dépistées. Par la suite, on modélise les comportements sexuels et la transmission du VPH. Premièrement, on forme des couples selon les préférences des individus. On sait que les individus ont une préférence pour choisir leur partenaire. Plus souvent, on a des partenaires qui ont un âge qui est similaire au nôtre. Donc, la figure ici montre la distribution de l'âge du partenaire des femmes de 25 à 29 ans dans notre modèle. Donc, les femmes de 25 à 29 ans ont plutôt des hommes, des couples qui sont plutôt en couple avec des hommes de 25 à 29 ans, mais aussi ont des partenaires un peu plus vieux et certaines des partenaires un peu plus jeunes. Une fois qu'on a formé le couple, on leur attribue une durée selon les statistiques canadiennes. Donc, chaque couple a une durée. Et à l'intérieur de ce couple-là, on peut avoir la transmission du VPH entre une personne infectée et une personne non infectée, et la probabilité de transmission se fait par acte sexuel. Finalement, ce modèle reproduit les données canadiennes de comportement sexuel et de prévalence de VPH. Par la suite, on modélise l'histoire naturelle des maladies reliées au VPH. Donc, on a inclus les condylomes, les cancers du col de l'utérus, les autres cancers associés au VPH. Mais pour aujourd'hui, je veux juste vous expliquer comment marche notre modèle pour le cancer du col de l'utérus. Donc, la façon de voir cette figure-là, c'est que chaque compartiment dans la figure représente un état de santé. Les flèches et une femme ne peut être que dans un des compartiments à un moment donné. Les flèches représentent la transition possible entre les états de santé. Donc, une femme peut bouger entre les états de santé. On modélise l'histoire naturelle pour chaque type séparément, donc pour nos 18 types. Donc, comment ça fonctionne? À la naissance, l'individu est susceptible au VPH et au courant de sa vie, a un risque d'être infecté par le VPH. À peu près 70 à 80 des femmes vont être infectées par au moins un type de VPH dans leur vie. Une fois infectées, à peu près 90 des femmes vont éliminer l'infection. 80 à 90 vont éliminer l'infection. S'ils éliminent l'infection, deux choses peuvent arriver. Ils deviennent immunisés naturellement, donc sont protégés contre une réinfection avec le type qu'ils viennent d'éliminer, ou ils sont susceptibles. À ce moment-là, les femmes peuvent être réinfectées par le type qu'ils viennent d'éliminer. Mais pour certaines femmes, l'infection reste persistante. Pour ces 10 de femmes, elles peuvent développer les lésions précancéreuses. Le dépistage est très important pour ces femmes-là, mais comme toutes les femmes, parce qu'elles permettent de détecter la lésion et ensuite de la traiter. Si on traite la lésion, les femmes peuvent retourner susceptibles, infectées ou immunisées. Pour celles qui ne se font pas dépister ou traiter, la lésion peut se développer en cancer. Donc, à peu près une femme sur 180 vont développer le cancer du col de l'utérus dans leur vie. Donc, une fois qu'on a modélisé l'histoire naturelle du VPH, on introduit la vaccination. Dans notre modèle, la vaccination protège contre les infections avec les types inclus dans le vaccin. Ici, on a un exemple de l'histoire naturelle du VPH 16 qui est inclus dans le vaccin. Donc, ce qui arrive dans notre modèle, c'est que le vaccin ne protège pas contre tous les types de VPH, comme dans la vie, et ne guérit pas les lésions précancéreuses ou le cancer du col de l'utérus. Donc, si on vaccine une population, le vaccin va juste être bénéfique chez les personnes qui sont susceptibles au VPH 16, si le vaccin protège contre le VPH 16. Donc, les femmes qui sont susceptibles au VPH 16 vont passer de susceptibles à protégées par la vaccination. Donc, si une femme ou un individu est vacciné et protégé contre le VPH 16, elle ne peut pas être infectée, donc elle ne peut pas progresser vers les lésions ou le cancer. Par contre, on ne connaît pas la durée de protection du vaccin. Donc, à l'intérieur de notre modèle, on permet aux femmes et aux hommes de perdre leur protection avec le temps. Si on perd notre protection avec le temps, l'individu redevient susceptible et peut être infecté et développer les maladies reliées au VPH. Donc, une fois qu'on a
produit notre modèle, on a inclus la vaccination. Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde si notre modèle, on trouve les paramètres pour que notre modèle reproduise les données épidémiologiques. Donc, dans notre modèle, à peu près 85 à 90 des condylomes sont causés par les VPH 6 et 11. Chantal nous a montré ces statistiques-là avant. Le risque à vie d'un diagnostic de condylome est de 7 à 8 il y a à peu près 10 000 cas diagnostiqués de condylome par année au Québec. Et finalement, la durée médiane d'un premier épisode de condylome est à peu près de 4 mois. En plus, dans notre modèle, on reproduit les données de cancer associés au VPH au Québec. Donc ici, ce que le modèle reproduit, c'est qu'il y a à peu près 200 cas de cancer associés au VPH chez les hommes par année, donc des cancers du pénis, de l'anus, de l'oropharynx, et entre 400 et 450 cancers associés au VPH chez les femmes à chaque année. C'est aussi important que le modèle reproduise la proportion des cancers qui sont dus à chaque type. Ici, on représente la proportion des cancers qui sont dus au 16-18, ça c'est les boîtes grises, et les cancers qui seraient attribuables aux autres types qui peuvent peut-être être pour lesquels le vaccin pourrait donner une protection croisée. Mais qu'est-ce qui est important à voir, c'est que vraiment la majorité des cancers associés au VPH sont dus au 16-18, puis c'est deux types qui sont dans le vaccin. Donc, une fois que le modèle est développé, on va faire nos prédictions d'efficacité populationnelle et de coefficacité de la vaccination. Donc, on fait des simulations où on introduit la vaccination dans la population de notre modèle. On examine différentes stratégies de vaccination. Donc, on regarde des stratégies où on utilise différents vaccins. On regarde différentes stratégies. Est-ce qu'on vaccine les filles seulement ou les filles et les garçons? Et on examine des scénarios avec différentes doses. Pour nos prédictions, on varie aussi les paramètres pour vérifier s'ils ont un impact sur nos résultats. Donc, on varie l'efficacité, la durée de protection du vaccin, nos paramètres d'activité sexuelle, d'histoire naturelle et de coût. Donc, pour ça, on a besoin d'un super ordinateur parce que notre modèle est très, très complexe. Donc, on est chanceux ici à l'Université de Laval d'avoir Colos, qui est un super calculateur. Et voici deux photos de cet ordinateur-là. Donc, les prochaines figures sont nos prédictions d'efficacité populationnelle et de coefficacité qui ont influencé les décisions pour le programme actuel au Québec. Donc, on a des évidences sur l'efficacité populationnelle et la coefficacité de vacciner les filles seulement par rapport aux filles et garçons. L'utilisation du vaccin quadrivalent par rapport au bivalent et la vaccination avec 2 doses par rapport à 3 doses. Donc, les premiers résultats sont pour la vaccination des filles avec un quadrivalent par rapport à un bivalent. Donc, voici le premier résultat d'efficacité populationnelle, et c'est l'efficacité populationnelle contre les condylomes en utilisant les deux vaccins, le quadrivalent et le bivalent. Ici, dans nos scénarios, on a une couverture vaccinale de 80 qui est à peu près la couverture qu'on a au Québec, une efficacité vaccinale autour de 95 et une durée d'efficacité à vie. Sur l'axe des X, vous avez le pourcentage de changement dans le nombre de cas de condylome après la vaccination. Et l'axe des X, c'est les années après la vaccination. Et on a les prédictions pour les deux vaccins. La ligne verte, c'est pour le bivalent et la ligne bleue, c'est pour le quadrivalent. Puisque le vaccin bivalent n'a pas les types 6 et 11 qui causent les condylomes, mais on ne s'attend pas à avoir un bénéfice de la vaccination avec le bivalent sur les condylomes. Par contre, pour le quadrivalent, on s'attend à avoir des réductions assez importantes dans l'incidence des condylomes, des réductions de l'ordre d'à peu près 80 à 85 au Québec à long terme. La figure suivante nous montre l'efficacité populationnelle de la vaccination contre les VPH sur les lésions précancéreuses, qu'on appelle les CIN 2-3, et les cancers du col de l'utérus, encore pour les deux vaccins, le bivalent et le quadrivalent. On a une couverture vaccinale ici de 80 Puis encore, l'axe des Y, c'est le pourcentage de changement dans le nombre de cas de CIN 2-3 et de cancer de col de l'utérus à travers le temps suite à la vaccination. Ce qu'on prédit avec notre modèle, c'est qu'avec la vaccination, on réduirait à peu près les lésions par à peu près de à peu près 55 et on réduirait l'incidence du cancer du col de l'utérus d'à peu près 68 Ça, c'est en faisant l'hypothèse que le vaccin protège uniquement contre les VPH 16 et 18.
Mais, comme Chantal a dit, les essais cliniques démontrent une efficacité croisée contre d'autres types. Si on inclut l'efficacité croisée contre les autres types, on prédit une efficacité populationnelle accrue avec la vaccination avec le vaccin le quadrivalent. Il semble que l'efficacité croisée est plus grande pour le bivalent que le quadrivalent. Une autre façon de voir les résultats d'efficacité populationnelle, c'est en regardant le nombre de filles que l'on doit vacciner pour prévenir un cas. Ici, on a les résultats avec le vaccin quadrivalent à une couverture de 80 %. Donc, sur l'axe des X, vous avez le nombre de filles vaccinées pour prévenir différentes outcomes, pour prévenir les condylomes, les lésions, les cancers du col de l'utérus et tous les cancers associés au VPH. Si on prend un exemple où on fait l'hypothèse que la durée de l'efficacité est de 20 ans, ce qu'on voit, c'est qu'il faudrait vacciner 16 filles pour prévenir un cas de condylome. Il faudrait vacciner 34 filles pour chaque 34 filles qu'on vaccinerait, on prévient une lésion précancéreuse. Pour chaque 500 filles de vaccinées, on prévient un cancer du col de l'utérus. Et pour chaque 367 filles de vaccinées, on prévient un cancer associé au VPH. Les prédictions avec l'hypothèse d'une durée de 20 ans et une hypothèse que la durée est à vie sont assez semblables. La raison pourquoi nos efficacités populationnelles sont semblables avec une durée de 20 ans et à vie, c'est que pour avoir une bonne efficacité populationnelle, il faut protéger les femmes pendant leur pic d'activité sexuelle, donc pendant leurs années de vie qui sont hautement sexuellement actives. Donc, si on vaccine les filles entre 10 et 15 ans, on peut les protéger jusqu'à l'âge de 30-35 ans. Ce serait pendant leur pic d'activité sexuelle. Par la suite, s'ils perdent leur efficacité, mais ils seraient protégés indirectement par l'immunité de groupe. Donc, lorsqu'on met les coûts, on met les coûts à l'intérieur de nos modèles, puis on regarde le coût efficacité, ce qu'on voit, c'est que la vaccination des filles seulement est très coût-efficace pour les deux vaccins, donc pour le bivalent et le quadrivalent. Et on a fait une revue de la littérature. On voit que les modèles prédisent que la vaccination des filles est très coût-efficace, même lorsqu'on exclut la protection croisée ou l'immunité de groupe. J'ai aussi participé à une étude avec l'Organisme mondial de la santé où on a regardé le coût-efficacité de vacciner les jeunes filles dans 179 pays. Et ce qu'on voit, c'est que la vaccination des jeunes filles serait coût-efficace dans 173 des 179 pays. Un autre résultat qu'on a avec notre modélisation, c'est qu'au même prix, le vaccin quadrivalent est plus coût-efficace que le vaccin bivalent. Par contre, le vaccin bivalent pourrait être aussi coût-efficace que le quadrivalent si elle coûte 30 $ de moins cher que le quadrivalent. Et la différence de prix entre les deux vaccins dépend surtout du fait qu'avec le quadrivalent, on prévient les condylomes, et avec le bivalent, on ne prévient pas les condylomes. Une autre question qu'on a regardée, c'est quel est l'impact de la vaccination des garçons par rapport à donc vacciner les garçons et les filles par rapport à vacciner les filles seulement. Donc, l'efficacité populationnelle additionnelle d'un programme de vaccination contre les VPH chez les garçons va dépendre vraiment de l'immunité de groupe. Donc, si en vaccinant les filles seulement, si on vaccine beaucoup de filles et on a un gros impact d'immunité de groupe, donc si on vaccine beaucoup de filles et on a un impact d'immunité de groupe sur les garçons assez substantiel, donc vacciner les garçons ne va pas amener beaucoup de bénéfices additionnels. Donc, j'espère que la prochaine figure va vous démontrer ça. Donc, cette figure montre l'efficacité populationnelle contre les condylomes dans un scénario où on vaccine seulement les filles et dans un scénario où on vaccine les filles et les garçons. Pour ce qui est de la couverture vaccinale, dans le scénario, on vaccine 80 % des filles et dans le scénario de la vaccination des filles et des garçons, on vaccine 80 % des filles et 80 % des garçons. Sur l'axe des X, on a le nombre de nouveaux cas par 100 000 personnes année après la vaccination. Dans un scénario où on vaccine les filles seulement, c'est la ligne rouge, et un scénario où on vaccine les filles et les garçons, c'est la ligne bleue. Donc, si on regarde l'outcome chez les femmes, la vaccination des filles seulement réduirait les condylomes de l'ordre de 80 %, 85 %, et vacciner les garçons et les filles réduirait les condylomes de 85 %. Donc, on n'aurait aucun bénéfice à vacciner les garçons parce qu'en vaccinant les filles, on a
un impact d'immunité de groupe assez substantiel. Pour ce qui est des hommes, si on vaccine les filles seulement, on a une réduction de 77 des cancers du col, des condylomes. Et si on vaccine les garçons et les filles, on a une réduction de 85 Donc, on a un bénéfice additionnel en vaccinant les garçons en plus des filles, mais ce bénéfice-là est très minime. Par contre, il faut noter que tous les bénéfices qu'on prédit par le modèle en vaccinant les garçons sont chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes. Donc, la différence entre le 77 et le 85 ce serait des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes pour lesquels on empêcherait les condylomes. La vaccination des garçons pourrait aussi avoir un bénéfice chez les filles si on a de l'immunité de groupe en vaccinant les garçons. Donc, voici les prédictions de notre modèle d'efficacité populationnelle sur les lésions et les cancers du col de l'utérus avec nos deux scénarios. Ce qu'on voit, c'est qu'en vaccinant les garçons, en plus des filles, donne peu de bénéfices additionnels en termes de réduction du cancer du col de l'utérus ou les lésions de haut grade. L'impact de la vaccination des garçons est quand même assez important lorsqu'on regarde les cancers du col de l'utérus. Donc, si on regarde cette simulation-là, sur l'axe des Y, on a encore le nombre de nouveaux cas de cancer du col de l'utérus pour différentes années après vaccination. On a le cancer de l'anus chez les femmes et le cancer de l'anus chez les hommes. Ce qu'on peut voir, c'est en vaccinant les garçons en plus des filles, pour avoir une réduction assez substantielle des cancers de l'anus chez les hommes. Encore une fois, le bénéfice additionnel en vaccinant les garçons en plus des filles, c'est en empêchant ou en prévenant le cancer de l'anus chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes. Une autre façon de voir nos résultats, c'est en regardant le nombre de personnes que l'on doit vacciner pour prévenir un cas. On a nos deux scénarios, les filles seulement et les filles et les garçons. Ici, on utilise le quadrivalent avec une couverture de 80 Donc, ce que nos résultats suggèrent, c'est qu'avec la vaccination des filles seulement et une couverture de 80 pour chaque 12 filles que l'on vaccine, on pourrait prévenir un cas, une consultation de condylome pour les hommes. Et pour chaque 1400 filles de vaccinées, on prévient un cancer associé au VPH chez les hommes. Par contre, si on ajoute la vaccination des garçons, il faudrait vacciner 98 garçons. Pour chaque 98 garçons qu'on vaccine, on empêcherait une consultation pour des condylomes et 4357 garçons qu'il faudrait qu'on vaccine. Pour chaque 4357 garçons qu'on vaccine, on empêcherait, on prévient un cancer associé au VPH chez les hommes. Donc, en termes de coût-efficacité, l'ajout des garçons dans un programme de vaccination n'est pas coût-efficace si la couverture vaccinale des filles est grande, donc plus que 50 et la vaccination pourrait être coût-efficace si la couverture vaccinale des filles est de moins de 50 Ces conclusions-là sont robustes entre les modèles, donc la plupart des modèles donnent la même conclusion, qui est que si la couverture vaccinale est de l'ordre de 70-80 ce n'est pas coût-efficace de vacciner les garçons en plus des filles. Et ces résultats-là sont robustes à des variations des paramètres d'histoire naturelle de coût et d'efficacité vaccinale. Finalement, voici les dernières diapos. C'est la vaccination des filles seulement et on compare un programme où on vaccinerait avec 2 doses par rapport à 3 doses. Ce qui est important de vérifier quand on regarde cette question, c'est on veut savoir quelles sont les caractéristiques du vaccin qu'on doit avoir pour assurer une efficacité populationnelle substantielle. On a varié l'efficacité vaccinale. On a fait des simulations avec différentes efficacités vaccinales, avec différentes durées de protection du vaccin et en variant l'efficacité de protection croisée. Puis on a trouvé que la durée de protection du vaccin est la caractéristique clé. Donc, on doit avoir une durée de protection suffisante pour avoir une bonne efficacité populationnelle. C'est ce que cette figure montre. Donc, on a nos réductions dans les condylomes et les cancers du col de l'utérus suite à la vaccination des filles seulement avec un quadrivalent, avec une haute couverture. Puis on voit que si la durée du vaccin est de 10 ans, on a très peu de bénéfices en termes de réduction de condylomes ou de cancer du col de l'utérus. Mais aussitôt que le vaccin a une durée d'à peu près de 20 à 30 ans, là, on commence à avoir des bénéfices
ou une efficacité populationnelle substantielle. Et en fait, si on a une durée d'efficacité qui est de l'ordre de 30 ans, on a presque la même efficacité populationnelle que si on avait un vaccin qui protégeait pour la vie. Donc, les conclusions de notre modélisation, c'est que si la vaccination avec 2 doses procure une protection de plus de 20 ans, cette stratégie réduirait substantiellement le fardeau des maladies associées au VPH et serait coefficace par rapport à 3 doses. On a fait des comparaisons entre les prédictions de nos modèles et de celles de modèles en Angleterre aussi, aux États-Unis, puis on arrive à peu près aux mêmes conclusions, en variant encore les paramètres d'histoire naturelle, les coûts et l'efficacité vaccinale. Donc, tout ça, c'est des résultats de modélisation, mais qu'est-ce qui arrive vraiment en vraie vie? Quelle est l'efficacité populationnelle suite à la vaccination? Ça fait quand même quelques années qu'on vaccine contre les VPH. Donc, quelles sont les réductions qu'on est en train de voir dans les pays qui vaccinent depuis plusieurs années? Donc, cette diapo représente des résultats de données de surveillance. C'est des données de surveillance dans les pays où on a la vaccination des filles avec une très haute couverture vaccinale. C'est des résultats d'une revue systématique qu'on a faite tout récemment. La population à l'étude est de 3 millions. Puis c'est des résultats qui viennent de 3 pays, l'Australie, le Danemark et la Nouvelle-Zélande. Ce que les résultats démontrent assez clairement, c'est qu'après la vaccination, on a une réduction phénoménale dans les condylomes chez les femmes de 15 à 19 ans, chez les femmes de 20 à 24 ans et même chez les femmes de 25 à 29 ans. Donc, la vaccination est un succès dans ces pays-là si on regarde les condylomes comme outcome. L'autre question qu'on a, c'est est-ce qu'on voit l'immunité de groupe? Est-ce qu'en vaccinant les filles, on protège vraiment les garçons? Est-ce qu'il y a des réductions dans les maladies reliées au VPH ou associées au VPH chez les hommes dans les pays où on vaccine seulement les filles? La réponse, c'est oui. Donc, dans les mêmes 3 pays, l'Australie, le Danemark et la Nouvelle-Zélande, ce qu'on voit, c'est des réductions assez importantes dans les condylomes chez les hommes de 15 à 19 ans, chez les hommes de 20 à 24 ans et un peu moins pour les hommes de plus de 25 ans. Mais on voit quand même des réductions assez importantes dans les condylomes chez les hommes dans les pays où on vaccine seulement les filles. Aussi, c'est notre responsabilité en tant que chercheur de confronter nos résultats à des données, surtout quand on fait de la modélisation. Donc, cette dernière diapo représente la comparaison des résultats de notre modèle aux données de surveillance d'Australie. Donc, les points noirs sont les données d'efficacité contre les condylomes en Australie et les lignes pointillées, c'est les résultats de notre modèle. Les pointillés, en fait, sont le minimum prédit par notre modèle et le maximum prédit par notre modèle. Puis on voit que les points noirs se retrouvent entre notre minimum et notre maximum. Donc, le modèle, jusqu'à maintenant, reproduit bien les données post-vaccination. Donc, en résumé, les modèles prédisent que la vaccination contre les VPH pourrait réduire substantiellement les cancers du col de l'utérus, les lésions précancéreuses, les condylomes chez les femmes et chez les hommes et les autres cancers reliés au VPH chez les hommes et chez les femmes. Ce qu'on voit aussi, ce qu'on a prédit aussi, ce que nos résultats suggèrent, c'est que le quadrivalent est plus coefficace que le bivalent. En fait, si le coût du vaccin du quadrivalent est moins que 30 de plus que celle du bivalent. En fait, le bivalent serait coefficace s'il coûte 30 par dose de moins que le quadrivalent. L'autre résultat qu'on a, c'est qu'un programme de vaccination à 2 doses serait plus coefficace qu'un programme de vaccination à 3 doses si la durée de protection du vaccin à 2 doses est plus que 20 ans. Finalement, nos résultats suggèrent que la vaccination des garçons n'est pas coefficace, surtout avec des couvertures chez les filles de l'ordre de 80 %. Donc, si on revient au programme de vaccination contre les VPH au Québec, on vaccine les filles seulement, on vaccine avec le quadrivalent et on a un programme à 2 doses. Donc, le programme québécois, selon les prédictions des modèles, serait le programme le plus coefficace possible, surtout qu'on a une couverture de 75 à 80 %.
On n'a pas de programme de vaccination pour les garçons, mais dans nos prises de décision, on ne doit pas seulement tenir compte de nos prédictions d'efficacité populationnelle et de coefficacité. On a plusieurs autres critères, dont l'équité. Donc, si un programme de vaccination est implanté pour les garçons au Québec, ce ne serait pas pour des considérations de coefficacité, mais d'autres ordres. Merci beaucoup.